Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. La sécurité informatique est de plus en plus importante dans notre société puisqu'il y a de plus en plus de piratage informatique. Les entreprises doivent bien se protéger et pour en discuter avec nous, on reçoit le président directeur général de Solutions Black IP 360 pour nous informer sur la question. Martin de Tonnancourt, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Fibre E. Merci beaucoup. Martin, on se connaît. Oui. On va se tutoyer, ça va être plus facile, je pense. Martin, merci d'avoir accepté l'invitation parce que à Fibre E, on fait découvrir la fibre entrepreneuriale aux gens. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'une fois qu'on a cette fibre entrepreneuriale-là et qu'on décide de se lancer en affaires, bien, inévitablement, il y a des choses sur lesquelles on se doit de se pencher au niveau juridique, légal, mais au niveau de la comptabilité, mais aussi l'informatique qui prend de plus en plus de place dans le monde entrepreneurial. On n'a pas le choix. Solution Black IP 360, parlons-en quelques minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de support informatique, à la base. Impartition de réseau. On prend en charge tout ce que l'entreprise a besoin d'avoir pour tout ce qui est sécurité puis informatique. On peut s'occuper même jusqu'au téléphone cellulaire, tout ce qui est technologie d'information. Donc, on part avec une boîte, une tour qu'on appelait autrefois d'informatique, les écrans, les claviers, tout ça. Vous pouvez fournir tout ça. Oui. Puis une fois qu'on a ça, vous êtes capable d'outiller votre client de façon à ce qu'il soit bien équipé en fonction des besoins qu'il a pour son entreprise. Ça, c'est un. Oui. Deux, le fait qu'on voyage sur le web. Tout le monde voyage sur le web. Il y a inévitablement des portes qui s'ouvrent, qu'on appelle les ports, qui fait que les gens peuvent entrer, ceux qui sont malveillants, Oui. et qui viennent nous saboter nos ordinateurs, ou du moins prendre nos données sur des disques durs quelque part sur nos ordinateurs. Et là, il faut se protéger. C'est ce qu'on appelle la cybersécurité. C'est ça. OK. Comment ça fonctionne, tout ça? Bien, on installe généralement des outils dans les ordinateurs pour surveiller les événements qui se passent. Puis on prend aussi des protections OK. pour être sûr que si jamais on réussit à passer nos filtres, qu'on soit capable de revenir en arrière. Là. OK. Puis les outils qu'on installe dans les ordinateurs, eux autres, ils sont vraiment en train de nous dire tout ce qui se passe qui pourrait être de croche, comme par des attaquants. Là. OK. Là, quand on a une entreprise, il y a beaucoup de sous à investir. Hein? Au départ, là, que ce soit au niveau de l'amélioration locative, au niveau du local en question, des fois, ce n'est pas nécessairement comme on le souhaite. C'est plutôt rare qu'on loue un espace qui est parfaitement adapté à nos besoins. Donc, on a des modifications à faire, il y a des sous à investir là-dedans. Il y a du contenu, il y a de l'équipement, il y a du matériel, il y a plein de choses. Et là arrive la cybersécurité, qui est un autre enjeu sur lequel on veut se protéger. Il y a des coûts attachés à tout ça, mais quelle est la première chose qu'on devrait faire quand on veut être bien sécurisé? Il y a plein d'annonces d'antivirus, puis de logiciels malveillants, puis de... Là, on ne sait plus où se diriger. Là. Fait qu'une entreprise comme la vôtre pourrait nous orienter pour nous dire qu'est-ce qu'on aurait besoin à des coûts qui seraient plus raisonnables? Ou... Oui, exactement. Parce qu'en tant que quand on est partenaire avec l'entreprise, en prenant tout en charge, tout ce qui est informatique, on est capable de vraiment guider et depuis le jour 1 de l'entreprise. Il ne faut pas attendre d'être rendu. Parce que des fois, on dit « Ah, j'ai un ordinateur, je suis capable de m'en occuper. » Après ça, il y en a un autre qui se rajoute, il y en a un autre qui se rajoute. Puis là, on devient avec une ferme d'ordinateurs. Puis il n'y a rien qui a été bien préparé. Fait que l'architecture de tout le réseau doit être montée depuis le début pour éviter les problèmes puis éviter d'avoir à faire des changements par la suite. Donc, c'est ça. Après ça, nous, on installe les ordinateurs, on les met en réseau, on regarde le besoin de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il y a de besoin d'un côté technologie, on peut le conseiller. On peut l'aider avec des outils cloud qu'on a sur Microsoft ou Google, ou peu importe, les outils de partage, la communication d'eux autres. On est capable d'optimiser. Fait on devient à coût zéro parce qu'on est capable d'améliorer l'entreprise puis de le protéger.
Les données, parlons-en, c'est important. Vous me parlez de cloud, tu parlais de cloud tantôt. C'est quoi cloud pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle? Désolé, le nuage, effectivement. C'est des outils qui se trouvent dans les serveurs de fournisseurs. OK. Il peut y avoir des applications, exemple Microsoft Office 365 avec le Word, Excel qu'on connaît tous, que la plupart connaissent, les courriels. Il y a aussi beaucoup d'outils de partage de données entre employés, de communication. Oui. D'augmenter la communication, surtout de nos jours, avec des employés qui ne sont pas généralement pas à la même place. Donc, le télétravail, avec ces outils de collaboration-là, on réussit à faire ça. Donc, on peut installer les fichiers dans ces serveurs-là de façon très sécuritaire. On ajoute des couches de sécurité en plus, nous, mais de façon très sécuritaire, on a un partage de la communication. Fait que ça permet ça. Les données de base qu'on a de nos entrepreneurs, de nos clients, en fait, de nos fournisseurs et tout ça, c'est des données qu'on sait qui sont cruciales pour l'entreprise, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, des sauvegardes, en fait, de nos données de comptabilité et tout. On ne veut pas être obligé de tout refaire le tout. Donc, il y a des sauvegardes qui doivent se faire. À l'époque, je me souviens, puis là, je trahis mon âge, mais je me souviens qu'il y avait des grosses cassettes qu'on insérait, puis là, on faisait des sauvegardes de tout ça, là, tu sais. Oui. Là, aujourd'hui, on est ailleurs, là. Là, tu parles de cloud, tu parles du nuage. On s'entend que c'est pas dans les nuages. On s'entend que c'est relié à un genre d'endroit là, qui entrepose toutes ces informations-là, là. Donc, c'est important de mettre en place tout de suite des programmes de sauvegarde au cas s'il arrive quelque chose? Ou... Certainement. Puis il ne faut pas le laisser à une seule place non plus parce qu'il peut y avoir des problèmes à une seule place. C'est la technique 3-2-1, donc on met 3 copies de backup à 2 places différentes, une aussi dans un autre réseau. On est rendu là. Ça veut dire que tu ne fais pas juste un backup, une sauvegarde, on va le dire en termes français. Là. Donc, on ne fait pas une sauvegarde seulement qu'à un seul endroit. Non. C'est important d'en faire à 2-3 endroits, ce qui fait que si jamais cet endroit-là a été saboté ou il est arrivé quelque chose, bien au moins on a des... Puis avec plusieurs copies dans le temps, parce qu'on peut avoir un virus qu'on a attrapé avant-hier, puis on veut avoir la copie d'avant-avant-hier. Il faut être capable de revenir dans le temps aussi. Ou, exemple, un employé part, puis quand il part, il a effacé des données d'un répertoire parce qu'il ne voulait pas une mauvaise intention. Bien, il faut être capable de revenir dans le temps avant que ce soit effacé. OK. Puis, il faut aussi avoir des backups, ils appellent ça des sauvegardes immuables. Donc, ne sont pas altérables. Un coup qu'ils sont pris en backup, qu'un virus ne pourrait pas les attaquer. Ah oui? Oui. OK. Fait que les données sont protégées déjà au préalable. Il y a des clés par un d'encryption filtre, très tout compliquées. ça, donc ils ne peuvent pas rentrer, tout ça. Là. C'est ça. OK. Une entreprise, quelqu'un nous écoute, là, puis il se lance en entreprise, là, puis ils ont 4 employés, 4-5 employés. Là. Puis il se dit, écoute, moi, les chances qu'un pirate vienne me voir pour me demander une rançon sont plutôt rares. Là, on s'entend qu'ils vont aller vers les grosses entreprises. C'est-tu encore vrai, ça? Non. Ah non? Non. Ça attaque toutes les entreprises. Tout le monde. Peu importe la taille de l'entreprise. Oui. C'est la rançon qui va être moins haute, dans le fond. Ils vont évaluer la rançon selon la fonction des possibilités de justement. Mais ils vont prendre le temps quand même d'aller voir une entreprise avec 3-4 employés, 5 employés pareils. En fait, ils ne vont pas l'avoir. Ils vont pas l'avoir. Non. Ils envoient des attaques d'hameçonnage un peu partout. OK. Puis si l'employé n'est pas formé, il n'est pas attentif, puis surtout le courriel, c'est souvent par courriel, 90 des attaques passent par courriel. Ça peut être par le web aussi, mais généralement, c'est par courriel. Si l'employé n'est pas formé ou si il tombe dans le panneau de l'hameçonnage, bien là, il rouvre une porte au malfaiteur. OK. Puis là, bien, le malfaiteur s'installe dans le réseau. Sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. En sournois. Après ça, il va dire OK, go, on fait. Là, il va faire une encryption ou d'autres choses. Il va peut-être même copier les données avant pour dire écoute, si jamais tu veux que je me retire de ton réseau, tu me dois $1 million, exemple. Wow! C'est un exemple. OK. Puis là, il va dire OK, mais non, moi, j'ai des backups, j'ai pas besoin de tes services. Je dis OK, mais j'ai quand même une copie de toute ton infrastructure, j'ai les données de tes clients, j'ai toutes tes affaires. Il faudrait vraiment que tu me payes, sinon, ils vont plus loin avec ça comme ça. OK. Est-ce que les gens paient ce genre de rançon-là ou Ça les arrive, gens ne payent pas parce ça qu'ils arrive disent que qu'ils oui, mais trouvent une autre c'est façon? vraiment déconseillé. C'est déconseillé? Oui. OK. Parce que c'est quoi la garantie que je vais avoir, moi, si on paye cette rançon-là, qu'on va avoir quand même? Il n'y en a pas Il n'y a non pas de plus. garantie. C'est fou, Puis hein? s'ils réussissent à t'avoir, probablement qu'ils vont se réessayer une autre fois pour pouvoir
Il dit, ah ben lui, il va nous payer encore. Ou, OK. c'est vraiment déconseillé. Donc, les courriels en soi, quand on reçoit des courriels puis qu'on pense que c'est des courriels légitimes, puis c'est des fois des courriels qui sont malveillants. Oui. Donc, il ne faut pas les ouvrir, ces courriels-là. Puis des fois, c'est tellement proche là, de la réalité, puis on est dans le cours de la journée, puis on ne prend pas le temps de réfléchir, puis on ouvre trop rapidement. Fait que le conseil qu'on donnerait aux entreprises, avec c'est quoi? l'intelligence artificielle, c'est encore pire. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient faire, elle, là-dedans? Bien, la structure du fichier. Là. Si quelqu'un réussit à rentrer dans dans une boîte courriel, Ouais. bien, l'intelligence artificielle va pouvoir analyser tous les courriels puis se faire une personnalité pour parler, pour remplacer quelqu'un, discuter avec toi par courriel puis réussir à monter un dossier que tu vas vraiment y croire. Wow! Encore une fois, la question, comment on fait pour se protéger de tout ça? Premièrement, à l'entrée. Si on est capable d'avoir un bon filtre en sécuritaire pour les courriels, puis les hameçonnages, les détections d'hameçonnage sont envoyés partout dans le monde, on connaît les techniques. OK. Ces systèmes-là sont capables de détecter ça puis de te protéger. C'est pas à 100 mais c'est très évolué. Après ça, on va protéger l'ordinateur, l'antivirus, mais les systèmes de sécurité vraiment poussés. Parce que c'est plus vraiment des virus qu'on vérifie. Là. Ça n'existe plus vraiment, les virus. Là. Ah non? Non. Parce qu'avec un virus, tu as une signature. Puis là, on détecte, le programme détectait la signature, puis il dit, bon, ben regarde, ça, c'est un virus, on le bloque. Mais à cette heure, c'est tout le temps des fichiers d'hameçonnage ou des programmes qui sont jour 1 ou 0, jour 0. Ils sont faits pour ton ordinateur. Fait que Ah ouais? Ouais, c'est vraiment du comportemental maintenant. Donc, le programme qui réside dans l'ordinateur, qui est là, installé par nous, géré par nous, bien, lui, il va évaluer le comportement des actions qui sont faites. Fait que si le malfaiteur, il fait telle action qui est permise, il fait telle action qui est permise, il fait telle action qui est permise, ça marche. Mais le système va dire, ouais, c'est pas logique que, même si c'est des actions permises, que cet utilisateur-là a fait ces 3 actions-là. Fait que là, on va être capable de mettre une sécurité, de bloquer puis de lever le flag. Donc, dès le jour 1, même si on n'a pas beaucoup de données à l'intérieur, on débute, on se dit, ben, on va couper un peu sur nos dépenses, puis on n'ira pas vers ça. C'est pas à recommander. Là. On est mieux tout de suite de bien s'équiper, s'assurer d'avoir des filtres à l'entrée, comme tu disais, et aussi d'avoir des logiciels qui viennent justement bloquer ces jours, puis être très attentif aussi aux courriels qu'on ouvre. Oui. D'ailleurs, nous, comme la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a un frais par utilisateur. Donc, c'est quand même facile à budgéter. On grossit avec l'entreprise, puis la demande est là comme ça. Puis, c'est ça, le frais par utilisateur. Qu'est-ce que tu me dis? Bien, écoute, c'est ce que je vais faire, Martin. Je pense que je vais te réinviter. On arrive déjà à la fin de l'entrevue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment bien se protéger. C'est vraiment bien se protéger dès le départ, puis de faire affaire avec des firmes comme la tienne ou des firmes d'informatique qui sont vraiment aguerries pour être capables de bien se protéger, autant qu'on le fait au niveau légal qu'au niveau de la comptabilité. Bien, il faut le faire de ça. Bien, merci beaucoup, Martin. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go! Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E.
Vous avez déjà vu sûrement les boîtiers de la compagnie Nanook. Il s'agit de valises qui permettent de transporter du matériel audiovisuel et médical en toute sécurité. Cette entreprise innove constamment pour répondre au mieux aux différentes demandes. Et à la tête de cette société se trouve un homme qui a œuvré dans plusieurs entreprises avant de devenir lui-même président et chef de la direction chez Nanook. Aujourd'hui, on explore le parcours de l'entrepreneur. José Chagnon, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. Bien, merci à vous d'avoir accepté. C'est une histoire qui est passionnante. Parlons-en. De votre côté, qu'est-ce qui vous a emmené dans votre parcours à être aujourd'hui PDG de la boîte Nanook? Comment ça s'est passé? Il est arrivé toutes sortes de choses dans mon parcours, naturellement. Mais je ne me destinais pas à ça étant jeune. Là. Ah non? J'ai débuté, moi, dans les opérations manufacturières en sortant de l'école. Puis, j'étais un simple manœuvre et j'ai évolué. Éventuellement, un poste s'est créé de supervision, puis je suis tombé en amour avec la gestion. Puis le désir de grandir, de changer les choses, d'améliorer les choses, d'être capteur d'opportunités. Ça s'est fait comme ça au fil des ans. Puis un jour, cette opportunité est arrivée. J'ai participé à un processus de sélection et j'ai été embauché comme président et chef de la direction chez Nanook après plusieurs années d'expérience dans d'autres entreprises. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Puis depuis 7 ans, on vit une aventure extraordinaire ici à Terrebonne où on a doublé nos ventes, on a doublé notre impact au niveau de la marque, au niveau de notre footprint, nos investissements, le nombre d'employés. Et c'est que le début. On est parti. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui disent Nanook, des fois, on se trompe avec les vêtements Canuck, là, les manteaux. Donc, vous ne fabriquez pas de manteaux, mettons ça simple. Non, pas du vous mettez tout. vraiment des coffrets, en fait, que vous faites là, pour justement protéger du matériel. Là. Une chose importante, Nanook était un des noms utilisés, mais Plasticase était aussi le nom utilisé à l'époque. Hein? Exactement. À l'origine de la compagnie a été créée en 1996 sous le nom Plasticase. Ils se sont installés ici en 2005 à Terrebonne. Ouais. Et nous, on a, avec la connotation négative que le mot plastique donne aujourd'hui comme impact avec les tendances du développement durable puis le besoin de faire notre part au niveau du développement durable, on a pensé que c'était important de changer le nom. On a lancé une gamme de produits en 2008 qui s'appelait Nanook, qui vient en Inuktitut du mot ours polaire et qui fait face aux environnements difficiles, qui fait face à toutes les conditions de la nature. Puis c'est comme ça que le produit a été dessiné pour l'ensemble des industries, des agences gouvernementales, militaires, photos, vidéos, équipements électroniques. Et on a voulu mettre de l'emphase sur cette marque-là. Et tout récemment, cette année, en 2024, le nom de la compagnie a changé pour maintenant s'appeler Nanook, protection d'équipement. Et c'est comme ça qu'on va déployer la marque, maintenant. Dans le futur. Je voulais juste faire cet aparté-là pour les gens qui ne comprenaient pas un peu ou qui vous avaient déjà vu. Non, il me semble qu'il était chez Plasticase. Bon, donc, c'est la même entreprise, sauf qu'on on est allé avec l'air du temps, en fait, puis on s'est ajusté, là, tu sais. Vous avez, de votre côté, une vision qui est internationale, puis vous avez établi des partenariats dans certains pays, d'ailleurs, de votre côté. Comment une entreprise... Comment on fait quand on a une entreprise pour se préparer à ça, à aller vers l'international? Bien, il y a plusieurs façons de faire. La base, c'est de s'entourer de personnes ou de consultants ou d'experts qui connaissent le marché international, le marché de l'exportation. C'est une des bases et c'est ce qu'on a fait aussi avec les différents ORPEX de la région, notamment la SODIL et d'autres partenaires au ministère d'Investissement Québec. Bon, on s'est entouré de partenaires pour bien évaluer, faire notre temps d'affaires, réfléchir. On avait déjà une présence internationale, mais beaucoup moins structurée qu'elle l'est aujourd'hui. Et on a fait une acquisition, donc d'acquérir aussi la compétence, la connaissance, la culture du territoire. C'est ce qu'on a fait en 2018, un petit peu après mon arrivée. On a acquis un distributeur en Europe. Et on s'est installé là-bas. On a investi, puis on s'est mis à prendre des parts de marché, ajouter des équipes au développement commercial dans différents pays, d'ajouter des produits là-bas disponibles, du marketing, des investissements. Et on a fait la même chose aux États-Unis, avec des équipes commerciales, avec un bureau régional. Puis c'est comme ça qu'on a pu tranquillement se déployer. Puis aujourd'hui, bien, ça nous a permis de tripler notre taille, en plus des ventes locales au Canada, mais avec les États-Unis, l'Europe et d'autres pays du monde, on a été capable de générer de la croissance. OK. Donc, ce que vous diriez, quelqu'un qui nous écoute, qui se lance dans l'entrepreneuriat,
puis qui se dit, ben moi, j'aimerais ça développer mon produit. Ils ont une idée, mais ils veulent le vendre pas seulement qu'au Québec, mais ils veulent le vendre à l'extérieur, ou qui vendent déjà leurs produits ici au Québec, sont établis, mais ils n'osent pas franchir, aller de l'autre côté, puis aller plus loin, d'expandre plus loin. Vous leur diriez de foncer? Bien, de foncer intelligemment. Tu sais, être entrepreneur, c'est un petit peu un équilibre entre l'ambition, d'avoir de grands rêves, puis être un peu aussi paranoïaque, puis d'identifier les risques potentiels. Donc, est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce qu'on a les bons partenaires? Idéalement, c'est de trouver, pour commencer, des distributeurs ou des agents qui vont représenter votre produit avant d'aller investir de façon significative. Est-ce qu'il y a un attrait pour votre produit? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des cibles qui vont s'intéresser à vos produits, à vos services? Fait que je pense que c'est par étapes qu'il faut le faire, dépendamment des moyens puis de la taille des entreprises. Il y a toutes sortes de façons de le faire, mais il faut se doter d'un bon plan puis y aller par étapes. C'est ce qu'on a fait, puis on prévoit se déployer encore plus dans le futur. Là, on regarde le marché du Japon. On est très reconnu pour la protection d'équipements audiovisuels, pour les drones, mais le Japon, c'est le plus grand marché au monde au niveau de la consommation de ce type de produits, et on n'y est pas présent aujourd'hui. Mais là, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ça prend des investissements, ça prend un plan, et surtout, ça prend les bons partenaires qui connaissent la culture locale et qui connaissent le fonctionnement des règles d'affaires dans le territoire où vous voulez aller. OK. Jour 1. Oui. Vous devenez entrepreneur par la force des choses. Vous êtes dans le monde de la gestion. Vous prenez goût au monde de la gestion, ce que vous n'aviez pas pensé au départ. Vous étiez manœuvre au départ. Et là, de fil en aiguille, les choses se sont placées pour vous. Les cartes se sont dressées. Vous aviez quand même cette fibre entrepreneuriale-là en dedans de vous. Parce qu'inévitablement, vous n'auriez pas été... vous seriez pas Je ne sais pas ce que je fais là. Ben non. Je ne sais pas où je suis là. Ben non. Mais c'est... Une chose, c'est d'être un capteur d'opportunités. Moi, j'ai toujours été, depuis que je suis tout petit, quelqu'un qui apprend très rapidement, quelqu'un qui capture des opportunités, comment on peut faire mieux les choses. Puis c'est comme ça que ma carrière a commencé. Mais il ne faut pas faire ses études aussi. J'ai fait un programme d'MBA avec HEC McGill au début des années 2008-2009 qui m'a amené à avoir une vision un peu plus holistique, plus générale aussi, de comment fonctionnent les affaires puis les différents services, avoir une vision plus holistique de la chose. Puis ça te permet à ce moment-là d'être capable de rassurer, de donner de la crédibilité à qui tu es, puis de te rassurer, puis de te donner confiance. Les opportunités, j'ai été les chercher la plupart du temps parce que j'étais ambitieux, mais j'étais aussi réaliste, puis je m'entourais des bonnes personnes. Puis c'est cette chance-là que j'ai eue, bien, je l'ai faite avec le temps. C'est pas arrivé tout cuit dans le bec que tu deviens président d'une compagnie. Tu as fait tes preuves dans certains mandats, tu as eu certains résultats. Il y a 3 types d'entrepreneurs, à mon avis. Là, on dit souvent ça dans le monde des affaires. Là. Il y a les fondateurs qui, à l'origine, ont parti une entreprise. Il y a ceux qui en ont hérité, puis il y a ceux qu'on engage pour la gérer. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. J'avais un sentiment fort d'intrapreneur, d'être en quelque part, puis d'essayer d'améliorer, de faire croître, de développer. Puis là, maintenant, bien, je peux le faire vivre en tant qu'actionnaire minoritaire de la compagnie. Fait que je fais partie un peu de la culture de l'entreprise. Pour moi, c'est comme mon bébé aujourd'hui à Terrebonne. Là. Fait que je me sens comme un entrepreneur qui ne l'a pas fondé, mais qui va l'emmener à un autre niveau. C'est intéressant ce que vous dites parce que les gens qui sont à la maison, des fois, on pense que devenir entrepreneur, il faut vraiment que tu aies un produit, il faut vraiment que tu aies fait quelque chose, que tu aies développé un stylo magique qui fait que là, ça te prend un produit pour le partir. Mais c'est faux de prétendre qu'on se doit, pour être entrepreneur, de créer un nouveau produit. Ça peut être une entreprise qui existe déjà, donc le fameux reprenariat, où on manque de repreneurs, des gens qui vont acheter ces entreprises-là pour que ça perpétue. Parce que cette belle idée que le fondateur avait mis de l'avant, s'il n'y a pas de relève, lui, au niveau de sa famille ou des gens qui l'entourent, ses employés, bien, il y a besoin de quelqu'un pour, justement, reprendre cette entreprise. Donc, on peut acheter une entreprise. Et sans nécessairement l'acheter, on peut aussi devenir, justement, un PDG d'une entreprise au fil du temps, selon l'expérience qu'on a acquise, bien évidemment, pour, justement, gérer une entreprise qui est en bourse ou qui appartient à des actionnaires et tout ça, pour, justement, l'emmener à d'autres niveaux, là. Ça, c'est important parce que les gens qui nous écoutent, des fois, on a une idée déjà préconçue. Les ressources humaines. Oui. Quand on parle de ressources humaines, au départ, il y a plusieurs années, quand on faisait de la gestion de ressources humaines, on engage des gens. On se doit des fois de libérer des gens, tout dépendant de la croissance d'entreprise, les embûches qu'on vit, parce que c'est pas toujours une mer tranquille, hein, être entrepreneur. Des fois, c'est houleux par moment.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ça a largement changé ou c'est pas mal à la même place? Bien, c'est une évolution. Mais les tendances des dernières années ont accentué le fait qu'on devait mettre l'employé au cœur de notre réflexion et de toutes nos activités. Chez nous, chez Nanuq, c'est notre valeur principale, c'est de célébrer la force des gens. On a des programmes, on fait des activités, on a des comités au niveau de l'inclusivité, de la diversité, il y a des programmes de temps partagé. Au niveau du recrutement, de l'intégration, de la formation, on a des comités de bénévoles, des comités sociaux. On s'implique beaucoup dans la communauté pour essayer de développer une marque employeur forte qui nous permet de recruter des gens et de les garder en entreprise. Mais il y a 20 ans, peut-être, c'était moins possible de faire tout ça ou c'était moins tendance. Aujourd'hui, c'est pas pour nous une tendance, c'est vraiment viscéral. C'est une valeur qu'on met en place parce qu'on pense que la plus grande ressource, même avant le produit, ce sont les gens. Donc, c'est les gens qui vont nous emmener à d'autres niveaux. C'est leurs compétences, leur talent, leur évolution, leur engagement qui va faire qu'on va développer une grande entreprise. Fait que pour nous, c'est capital. Fait que, oui, ça a évolué, mais il faut être en avant de la parade. Qu'est-ce qu'on peut faire d'innovateur pour rendre les employés, je dirais, responsables, mais engagés, mobilisés, imputables, puis qui vont vraiment participer à l'éclosion de ton entreprise. Si tu ne t'occupes pas de ça, puis tu focuses seulement sur le produit, bien, qui fait ton produit, qui l'emballe, qui le livre, qui assure le service à la clientèle, qui s'occupe de gérer les relations avec tes clients, avec tes partenaires, tes fournisseurs, bien, ce sont les gens de ton entreprise. Donc, c'est très important. Puis je pense que c'est un incontournable pour l'ensemble des compagnies de demain, de s'assurer de mettre au cœur de leur stratégie les gens qui composent leur entreprise. Ce que les entreprises ne faisaient pas à l'époque, puis on était, regarde, si ça ne fait pas, on libère, puis on en prend un autre. Puis, fait que c'était des accessoires, en fait, plutôt que des alliés. Puis Walmart avait, sans le nommer, disait on a des associés. Ouais. On n'a pas d'employés, on a que des associés, des gens qui travaillent. Puis au départ, on trouvait ça tout un peu drôle, parce qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas associés dans l'entreprise, au bon mot, là, je veux dire. Mais là, on comprend mieux la philosophie, l'idée derrière. Puis c'est ce qu'on doit faire aussi, c'est mettre... Puis c'est intéressant parce que vous dites qu'on met même l'employé avant le produit, parce que sans eux, il n'y aurait pas de produit. Puis on n'en fabriquait pas, dans le fond, là. Exact. Et ça se ressent au niveau de la productivité chez vous? Bien, je pense que oui. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de départ ou de personnes qui se réorientent ou décident, pour des raisons personnelles ou autres, de changer. Mais je pense que si on ne le fait pas, notre situation serait encore plus difficile. Et on doit s'adapter. Mais ce sont des valeurs qui nous sont chères. Puis c'est partagé par toute l'équipe des RH chez nous. On met beaucoup d'emphase dans les différents programmes. On a été célébrés, justement, tout récemment comme employeur de choix. Mais c'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs. C'est ce que je pense. Ouais. M. Gagnon, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Hey, ça s'est fait rapidement. Un plaisir. Merci. Ça s'est bien passé.